On va passer la parole au professeur Michel Pollack. On va parler d'endocrinologie pédiatrique encore cet après-midi et de recherche dans la prise en charge. Merci. Oui, merci de cette invitation. Donc, je vais essayer de vous montrer un parcours sur 25 ans. Je pense qu'avec les outils qu'ont montré Anita ou Guillaume, ce parcours, il pourrait être raccourci, mais il part tout de même de la clinique et il part effectivement des hyperglycémies du très jeune enfant. Et il va aller jusqu'à le médicament et le repositionnement de médicaments. Et peut-être que le privilège d'être plutôt dans la partie finale de sa carrière que dans la partie initiale, c'est que je vais évoquer quelques irritants, donc que personne ne s'offusque. Je pense qu'évoquer les irritants du parcours, c'est aussi très important pour améliorer le parcours pour d'autres qui veulent le faire. Alors, il faut tout de même que je vous dise d'où je pars. Je pars d'une cellule à insuline, et je ne vais pas vous faire un cours sur la cellule à insuline, mais je veux juste vous dire que cette cellule à insuline, elle est formidable. Elle est capable de répondre, on vient de prendre une pause, en sécrétant de l'insuline quand on mange du glucose. Et je voulais juste signaler ici que ce qui est important, c'est qu'elle transforme un signal métabolique, c'est-à-dire un signal de réplétion métabolique, en un signal électrique. Et ça a été fondamental dans ce qu'on a fait, grâce à des canaux qui sont ici. Et donc, ça entraîne ce qu'on appelle une dépolarisation de la membrane, permettant la sortie d'insuline. Donc, un signal métabolique se transforme en signal électrique. C'est tout ce que je veux que vous reteniez sur la cellule à insuline aujourd'hui. Alors, le deuxième partie, c'est effectivement de se mettre à plusieurs. Et on a pu rassembler au cours des années, ici, 128 cas d'une forme très rare de diabète qui touche les enfants de moins de 1 an, souvent les nourrissons de moins de 6 ans. Et tout de suite, en rassemblant les cas, on s'est aperçu d'un fait que je veux que vous reteniez, c'est qu'ils ont des hyperglycémies, mais il y a des faits associés. Et en particulier dans ce groupe qui a des anomalies dans cette fameuse molécule qui permet de transmettre le signal métabolique en signal électrique et donc la sortie d'insuline, ils ont des anomalies neurologiques associées. Et ça nous a frappé d'emblée. Le troisième élément qui est important, il est là, c'est qu'on a pu, et c'est les 20 ans, on va fêter les 20 ans de ces 2 papiers magistraux publiés donc, dans le New England Journal of Medicine, on a pu changer le traitement des enfants. Donc ces enfants, c'est des nouveau-nés qui sont sous pompe à insuline, qui ont besoin ou d'injection d'insuline, et tout d'un coup, en comprenant que cette molécule qui transforme le signal métabolique en un signal électrique dysfonctionne, en trouvant des mutations, en utilisant à l'époque une génétique qui n'est pas aussi sophistiquée que les panels ou le génome comme on peut faire actuellement ou l'exome, on trouve des mutations dans les gènes qui codent pour ces canaux potassiques. Et qu'est-ce qu'ils font ces canaux? Ils transfèrent du potassium, et celui-ci, qui est le canal qui contrôle celui qui transfère le potassium, peut être lié par les sulfamides hypoglycémiants, médicament très connu des diabétologues d'adultes et des endocrinologues d'adultes, mais qui est strictement contre-indiqué à l'époque en pédiatrie, parce que la vision du diabète de l'enfant et du très jeune enfant, c'est qu'il a une auto-immunité, il détruit ses cellules à insuline, et donc pas question de donner un médicament dont le mode d'action est de stimuler la sécrétion d'insuline. Et c'est ce qu'on fait. Et là aussi, il y a un rôle fondamental des patients en 2005, quand on comprend la situation. Ils frappent à nos bureaux, ils nous disent « Maintenant que vous avez compris que c'est un problème électrique de la cellule bêta et que vous avez un traitement, il faut le faire. » On l'a fait un peu hors des cadres habituels au départ, sous la pression des patients et la pression et l'association avec les patients. Et puis après, on a fait et bâti des essais cliniques. Et voilà ces essais cliniques qui fonctionnent. Et donc, on peut arrêter l'insuline et donner des comprimés qui, à l'époque, sont écrasés, repris dans de l'eau pour les patients. Et ça, c'est donc notre apport majeur à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette partie neuropsychologique. Et tout de suite, on remarque que quand on traite ces enfants et qu'on guérit le diabète, même s'ils ont encore besoin de traitement, cette partie neuropsychologique, elle change. Les parents nous disent qu'ils ne sont plus les mêmes. Là aussi, on s'associe avec les parents, on fait un essai formel, et on montre que quand on traite avec ce sulfamide hypoglycémiant, pour des raisons scientifiques, on a choisi une molécule qui s'appelle le gliburide ou le glibenclamide. Non seulement on traite la partie métabolique, mais on traite aussi la partie neurologique, ou du moins on l'améliore, et en particulier chez les très jeunes enfants. Alors pour faire plaisir à Naïm, là le design, c'est l'enfant et son propre témoin avec des échelles normées avant-après. Mais comme on n'a pas assez d'enfants, et dans cet essai, il y en avait 18 ou 19, alors on fait une méta-analyse. Et ça, c'est un outil que tu n'as pas évoqué et qui peut peut-être aussi aider dans les maladies rares, voire ultra rares, parce que là, je vous parle d'une maladie qui atteint à peu près 1 sur 100 000 enfants, donc c'est une maladie ultra rare. Eh bien, on a des données avant, après, et on montre qu'effectivement, le glibenclamide
améliore la neuropsychologie de ces enfants, améliore l'épilepsie quand ils sont atteints d'épilepsie. Et on a suffisamment de cas, suffisamment d'électroencéphalogrammes avant, après passage de l'insuline au sulfamide pour le montrer. Alors on ne s'arrête pas là, parce qu'on se dit qu'il y a toute une population de très jeunes enfants, et c'est basé sur la physiologie. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la cellule bêta, chez l'humain, son développement, dans un laboratoire qui s'intéresse à la cellule bêta. On ne s'arrête pas là, parce qu'on se dit qu'il y a une population d'enfants, des très jeunes, des prématurés, qui peut-être un jour pourraient bénéficier de ce traitement, parce que quand ils sont hyperglycémiques, eh bien, c'est très délétère, notamment pour leur rétine. C'est le facteur majeur de rétinopathie du prématuré actuellement. Et donc, on décide de concevoir un vrai médicament, puisque je vous rappelle que très peu d'essais cliniques sont faits chez les nouveau-nés, probablement 0,5% des essais cliniques de traitement sont faits chez les nouveau-nés. Et donc, on conçoit une suspension, c'est un médicament très hydrophobe, on se met en cheville avec des galéniciens, avec un galénicien en particulier. Et donc cet essai, ce médicament devient une suspension, le Doliprane, si vous voulez, pris comme ça en suspension du diabète néonatal. Et cette molécule, mise en suspension, est stable à toutes les capacités toutes les compétences pharmacologiques demandées par les autorités de santé. Et on va aller avec ce médicament, avec cet essai dans lequel participe l'équipe de Jean-Marc Tréluyer et en particulier Naïm qui a parlé, on va aller jusqu'à l'AMM. Et on va aller à l'AMM avec 10 patients. Donc c'est faisable, ça s'appelle du repositionnement, c'est exactement ce que nous avons fait ici. Et l'Agence européenne du médicament, finalement, confère l'AMM à ce médicament dans le diabète néonatal en 2018. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder en vie réelle ce que c'est devenu. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est planté, est-ce que c'était utile? Et on a évoqué ce sujet. Ben oui, on a publié récemment, là en 2025, la cohorte des enfants traités en France par cette suspension de glibenclamide, dont vous voyez ici maintenant la présentation, avec 2 flacons, 2 concentrations différentes. Et effectivement, ils sont tout à fait bien traités. L'équilibre métabolique est juste remarquable parce qu'en fait, on a restauré les propriétés physiologiques de la cellule bêta. On n'est pas du tout dans une situation où on apporte de manière exogène à un enfant diabétique de l'insuline. Alors, si on regarde un peu le parcours, et au-delà de ça, on a mis en place toute une série d'expériences avec l'équipe de INSERM de Francine Béard-Cohen et Marianne Berdugo dans son équipe, sur la neurorétine. Parce que qui dit neuroprotection, c'est ce qu'on a démontré, c'est des médicaments dont les propriétés de neuroprotection n'étaient pas connues, eh bien, on a pu montrer dans ces modèles et chez les animaux qu'effectivement, il y avait une protection de la neurorétine, une protection de la vision de ces enfants. Encore une fois, là, dans notre utilisation de ces modèles, c'est plus pour se dire on travaille sur du cerveau extériorisé, ce qui correspondait à ce qu'on avait vu, nous, dans la neuroprotection de ces enfants. D'autant plus on les traite tôt, d'autant meilleur sera le développement neuropsychologique de ces enfants. Voilà le timeline ici. Donc, on découvre les gènes associés à ce diabète du petit ici. On fait la suspension entre 2006 et 2008. On a un premier essai qui s'appelle NeoGli, qui est un essai de phase 2 chez les adultes pour avoir la biodisponibilité relative de cette suspension de glibenclamide par rapport aux médicaments existants, c'est-à-dire des comprimés. On a des désignations orphelines, à la fois d'ailleurs en Europe et aux États-Unis. Et finalement, 10 ans plus tard, on arrive à avoir l'AMM du médicament. Et dans les travaux qui ont suivi, c'est ce que je vous disais, on sort complètement de la maladie ultra rare, on va vers la maladie rare qui est l'hyperglycémie du prématuré. Il n'y a pas de mutation, là, c'est un défaut de maturation de la cellule bêta. Et on vient de montrer dans un PHRC qui s'appelle Gallo, et dans les irritants, il a fallu 6 ans pour mettre en place ce PHRC. Je pense que le modèle du PHRC doit être questionné. 6 ans, c'est beaucoup trop. On montre, et on vient d'avoir un grand succès, montrant que, effectivement, ces prématurés hyperglycémiques traités dans ce PHRC Gallo répondent de manière magnifique, plus de 83% de réponse. Donc si on reprend, on est passé de la maladie ultra rare, le diabète néonatal, à une cellule bêta qu'on croyait être la seule dysfonctionnelle. On est allé sur du neuroendocrine avec l'amélioration neuropsychologique de ces enfants. On est allé sur de la neuroprotection
avec des modèles, notamment in vitro, mais aussi des essais émulés dans de grandes cohortes, ici 14 millions d'Américains à Chicago, pour lesquels on avait des données d'ophtalmologie, qui ont montré effectivement qu'on était protecteur de la dégénérescence rétinienne. On a été chez le prématuré, qui n'a rien à voir avec les mutations, mais qui reste une maladie rare, et on a pu, avec Elsa Kermorvan et avec comme méthodologiste Naïm et aussi avec mon agrégé qui s'appelle Jacques Beltran, traiter dans ce PHRC avec succès des bébés hyperglycémiques au lieu de leur mettre des lignes d'insuline et de manier de l'insuline de manière difficile chez les prématurés. Donc c'est tout un parcours, et c'est vous raconter 25 ans en 5 minutes, c'est un peu compliqué. Et évidemment, si je reprends maintenant, et il y a une certaine fierté, après tout, pourquoi ne pas la partager? C'était des descriptions dans le New England des premières mutations associées au diabète néonatal. C'est maintenant une première mondiale de traitement des prématurés hyperglycémiques dans ce PHRC d'Igalo, avec comme investigatrice principale Elsa Kermorvan, qui est professeure de néonatologie à Necker. Alors, qu'est-ce que j'en tire? J'en tire quelques irritants et quelques leçons que je veux ici transmettre. D'abord, il faut une résilience hors de la norme pour faire ce parcours, et je crois que c'est important de comprendre ça. Et voilà, il faut toujours rebondir, parce qu'il y a toujours des surprises et des difficultés. J'en tire d'une réflexion aussi sur le modèle économique, très difficile, le modèle économique de la maladie ultra rare, et on se serait planté très largement si je n'avais pas bénéficié de succès en termes de crédits de recherche. La clé ici, c'est des millions de crédits de recherche, sinon on n'aurait jamais pu aller là où on est allé. Les derniers irritants, c'est un peu qu'on se bat contre notre propre institution, que je remercie et qui a aidé à faire tout ça. Mais quand il faut 6 ans pour mettre en place un PHRC, c'est trop long. Quand il faut des discussions compliquées pour le partage de données sur 10 enfants, bientôt sur 35, quand il faut des discussions compliquées sur des contrats, je pense que ce système pourrait être plus aidant. Et je suis prêt à en rediscuter en dehors des questions avec les autorités de la DRCI, avec le directeur général s'il le souhaite. Et puis, je pense qu'il faut un autre modèle. On ne peut pas appliquer, et je vous cite l'exemple maintenant fameux, vous avez entendu parler du professeur Guillaume Cano, qui a été un des 2 animateurs du plan maladie rare PNMR4, un des 2 experts médicaux avec Agnès. Eh bien, évidemment, il a trouvé l'alpélisib qui va soigner les enfants qui ont des hypertrophies, ou des adultes avec des hypertrophies segmentaires des membres ou d'autres parties du corps. Mais cet alpélisib, il vient de chez Novartis. Donc de temps en temps, l'AP discute avec Novartis, mais de temps en temps, l'AP discute de maladies ultra rares dans un modèle qui est extrêmement difficile à faire perdurer. Et je pense que la discussion ne peut pas être la même entre Novartis ou une ESARL qui a été fondée pour aller jusqu'à l'AMM. Parce que Michel Pollack, il n'allait pas déposer à titre personnel une AMM à l'ENMA, ça ne se fait pas. Donc je pense que là, on pourrait différencier les choses entre les concepts de TPE, de très petites entreprises, dans les maladies ultra rares, et des modèles un peu différents, où derrière, il y a un industriel du médicament bien établi, avec un magnifique siège à Bâle, énorme, donc ce n'est pas la même chose. Et donc, je veux finir en disant que c'est une aventure formidable, je la souhaite à beaucoup de gens, elle a embarqué beaucoup de monde, elle a embarqué mes institutions, que je remercie encore une fois, et je pense que ça peut être tout à fait exemplaire du repositionnement de médicaments. Alors, je sais bien que ça ne rentre pas dans les thérapies innovantes, mais quelque part, il y a de l'innovation ici, ça ne rentre pas dans ce que Laure Bocquet dirige comme structure, mais quelque part, il y a de l'innovation, puisqu'on prend un médicament dont les gens pensent simplement que c'est un insulinosécréteur et qui s'avère un médicament extrêmement puissant sur le plan de la neuroprotection. Et on n'en a pas fini parce qu'on est allé chez le prématuré, mais il est clair que la suspension que nous avons créée, on l'a créée avec l'idée qu'on pourrait dissocier l'effet hypoglycémiant de l'effet neuroprotecteur. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Il est clair que maintenant, notre cible thérapeutique, pour le bénéfice des enfants, c'est les enfants avec des épilepsies particulières, c'est les enfants avec du retard mental qui pourraient bénéficier de ce traitement s'ils le prennent avant le repas à des doses faibles, sans l'hypoglycémie, mais avec l'effet neuropsychologique. Voilà mon parcours que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Benoît. Oui, je vais alors
sortir un peu de l'hyperglycémie et poser une question sur l'effet neuropsychologique. C'est très intéressant. Mais à ce moment-là, on a envie peut-être de revenir sur le modèle préclinique et de regarder ce qui se passe dans le cerveau d'animaux. Alors, d'autres l'ont fait, même sur des organoïdes. Et ces organoïdes qui donnent du tissu cortex cérébral et qui peuvent se développer en donnant du tissu cortex cérébral, quand on leur induit la mutation qui entraîne l'hyperpolarisation de la membrane cellulaire, se développe mal. Quand on donne le médicament, en l'occurrence, comme il n'y avait pas de forme soluble, c'était le tolbutamide qui est de la même classe, on restaure quasiment à normal le développement des organoïdes. Donc il y a des preuves expérimentales fortes qui font penser que ce qu'on a fait est juste. Et il y a là aussi un essai sur un enfant, une grossesse, une mutation très particulière dont tous les autres cas sont associés à un retard mental sévère avec épilepsie. Par chance, par compétence, l'équipe anglaise l'a trouvé in utero. Donc l'enfant a pu être traité dès in utero par, cette fois, le gliburide. Et cet enfant, à 17 ans, va dans un système scolaire normal, ce qui n'est en aucun cas possible pour tous les autres enfants qui ont cette mutation V59M dans un des deux gènes que j'ai décrits. Donc on a comme ça des preuves, mais c'est très difficile de convaincre les autorités du mécanisme, enfin de la réalité de l'effet neuroprotecteur. Et à l'EMA, on est retourné à l'EMA pour leur dire voilà, on a toutes les évidences expérimentales sur la neurorétine, etc. Et l'expert a finalement mis une phrase dans le label de l'AMM disant glibenclamide might be neuroprotective. Ce qui m'a rendu hystérique, comme vous imaginez, évidemment. J'en ai presque convulsé, parce que c'est 20 ans de travail qui sous-tendent cette petite phrase qui est extrêmement négative au fond, même si dans le label de l'AMM, on s'est battu pour qu'elle existe. Pas d'autres questions ?